Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va regarder un petit peu plus près les attaques qui ont eu lieu sur le territoire russe par l'Ukraine au travers de l'opération Spiderweb, en français toile d'araignée. Alors on a de plus en plus d'images qui nous parviennent pour pouvoir évaluer un petit peu les dégâts qu'a pu causer justement cette attaque. J'insiste bien sur le fait que pour l'instant, les images que l'on a sont des images qui sont diffusées par les Ukrainiens, donc qui viennent attester un certain nombre d'appareils russes détruits. Mais pour autant, vous allez voir qu'il y a certaines bases où on n'a pas tous les éléments pour pouvoir réellement évaluer ce qui a été touché. Alors les Ukrainiens affirment avoir détruit une quarantaine d'avions russes, principalement des avions stratégiques, c'est-à-dire des avions à capacité nucléaire. Et on va voir un petit peu plus en détail quels sont vraiment les éléments que l'on a pour évaluer réellement le nombre d'appareils détruits. À prendre bien sûr au compte-gouttes, parce que certaines images vont certainement venir dans les prochains jours pour prouver peut-être d'autres destructions. Mais il faut également être prudent sur les estimations que l'on peut faire pour l'instant. Voilà. Donc ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'il y a un certain nombre de bombardiers russes de type Tu-95 et Tu-22M3 qui ont été détruits. Il y a également des avions radars AWACS, donc c'est A-50 Mainstay. Et l'Ukraine affirme avoir également détruit un certain nombre de Tu-160 Blackjack. On va voir un petit peu, je vais vous présenter ces différents types d'avions. Pour l'instant, je n'ai pas vu d'image attestant que des Tu-160 ont été détruits. Des Tu-95 et des Tu-22, oui, ça, on en a des images qui sont on ne peut plus claires. Ça, on peut vraiment l'affirmer. Les A-50, oui, mais on va voir que les modèles qui ont été détruits ne sont pas nécessairement des appareils qui sont encore en service. On va voir un petit peu pourquoi, parce qu'il y a certains petits détails sur les images que l'on peut décerner. Et on va regarder un petit peu plus ces dernières images qui ont été diffusées par les Ukrainiens. Et vous allez voir qu'il y a des détails, quand on regarde un petit peu sur certaines images, qui peuvent être très intéressants sur la façon dont les Ukrainiens ont ciblé des points bien précis des appareils pour essayer de maximiser la possibilité de les détruire. Alors, je vais d'abord vous présenter de manière assez sommaire les appareils russes dont on va parler et que l'on va voir en vidéo pour que vous sachiez de quel type d'appareil il s'agit, à quoi ils pouvaient servir. Alors, on va commencer par, déjà, vous avez sur cette image, les trois principaux avions de la doctrine nucléaire russe. Pour ce qui est de la partie aérienne, on met bien sûr de côté les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Vous avez le Tu-95 qui est en tête, c'est un vieux bombardier qui date des années 50, si je ne me trompe pas, même 60, mais qui est très ancien. Ensuite, vous avez un peu derrière et sur le dessus, vous avez le Tu-22 Backfire, qui était là aussi un avion destiné aux attaques nucléaires, mais qui avait également principalement un rôle d'attaque anti-navire et qui devait cibler les groupes aéronavals américains avec des missiles de croisière, des missiles anti-navires qui étaient supersoniques. Et vous avez ensuite en dessous le gros Tu-160 Blackjack, qui est un avion qui est énorme et qui est, on va dire, le fer de lance de l'aviation stratégique russe. Mais alors tous ces avions, ce sont des avions qui sont très anciens et qui aujourd'hui ne volent principalement que sur des versions modernisées. Mais à l'heure actuelle, la Russie n'a plus construit le moindre avion stratégique depuis la fin de la guerre froide. Alors elle a repris très récemment la fabrication de nouveaux Tu-160 Blackjack, donc le gros avion blanc que vous avez en dessous, mais avec une vitesse de production qui est extrêmement lente. Et
pour tout ça, pour un coût de programme qui est extrêmement coûteux pour un avion, on va le voir un petit peu après, qui est complètement dépassé. Donc d'abord le Tu-95. Le Tu-95, c'est un avion qui a vraiment une forme très facile à reconnaître. Hein. Vous avez des ailes très en flèche, un tube qui sert de fuselage, hein, qui permet de charger énormément de bombes. Hein. Voilà. Mais on va le voir que l'armement utilisé par ces Tu-95 sur l'Ukraine n'est pas généralement dans les soutes, mais sur des pylônes d'emport qui sont situés au niveau des ailes. On va le voir un petit peu après sur certaines images. Donc le Tu-95, c'est un avion qui a la particularité d'avoir des moteurs qu'on appelle contrarotatifs. C'est-à-dire que vous avez deux hélices sur les moteurs. Vous avez une hélice qui tourne dans un sens, l'autre qui tourne dans l'autre. Tout ça pourquoi? Parce que ça permet d'annuler certains effets gyroscopiques qui sont associés souvent à ces moteurs à hélice. Et ces moteurs sont les moteurs à hélice les plus puissants du monde. Alors j'ai plus leur puissance, mais c'est quelque chose de colossal quand vous voyez la taille du moteur. Et ça fait du Tu-95 l'avion à hélice le plus rapide au monde. Alors, quand je vois un petit peu sur Internet certains qui fanfaronnent en disant le Tu-95 c'est l'avion à hélice le plus rapide au monde pour vanter les mérites de l'aviation russe. Oui, là on parle quand même d'un avion qui date des années 50, qui a été progressivement modernisé dans plusieurs versions. Vous avez des versions qui servaient également de lutte anti-navire. Donc c'est un avion qui aujourd'hui est d'un point de vue technologique complètement dépassé. Et le seul intérêt qu'il a en Ukraine, c'est de pouvoir tirer des missiles de croisière qui, eux, sont bien plus modernes. On en parlera un petit peu, les fameux Kh-101. On en voit justement dans les images des attaques ukrainiennes. On va voir pourquoi. Justement, parce que c'est très intéressant de voir comment les Ukrainiens ont ciblé certaines parties bien précises de ces avions. Donc la taille de cet avion, vous voyez que c'est quand même assez comparable à un B-52, hein, un tout petit peu plus petit, mais on est quand même sur des avions qui sont très importants, dont le but était d'aller porter le feu nucléaire sur les territoires américains pendant la guerre froide. Alors, vous imaginez que depuis la fin de la guerre froide, la Russie utilise toujours ces avions et il n'y a pas de remplaçant qui est réellement prévu. Le remplaçant, on s'attendait plutôt à ce que ce soit le Tu-22 ou le Tu-160, mais les Tu-95 sont toujours utilisés et un certain nombre quand même. Néanmoins, leur maintien en conditions opérationnelles aujourd'hui pour la Russie est extrêmement coûteux. Ils ont beaucoup de mal à maintenir un certain nombre de ces appareils en service. Donc, le fait de les utiliser contre l'Ukraine et de manière assez intensive, ça vient bouffer, désolé de le dire ainsi, leur potentiel, ce qui fait que ce sont des avions qui vont s'user encore plus vite. Donc, voilà, c'est aussi un des revers de la guerre en Ukraine pour le matériel russe. Ensuite, on a le Tu-22M Backfire, un avion qui est assez impressionnant, hein, comme vous voyez, qui est là aussi de grande taille. Hein. C'est un avion, comme j'ai dit, qui était principalement utilisé pendant la guerre froide pour attaquer les groupes aéronavals américains, notamment avec des missiles supersoniques et même des missiles qui pouvaient avoir des charges nucléaires. Le but était de faire exploser une charge nucléaire sur le secteur du groupe aéronaval pour le rendre complètement inopérant. Donc le but n'était pas forcément de frapper directement certains bâtiments de surface. Donc suite à certains traités dans le cadre de la non-prolifération des armes nucléaires, il faut savoir qu'un certain nombre de ces avions ont été, ont retiré la capacité nucléaire de ces avions. Donc ce sont des avions qui aujourd'hui sont principalement utilisés en Ukraine comme bombardiers. On l'a vu justement sur certaines villes ukrainiennes où les Tu-22 ont bombardé certains points en Ukraine directement avec des bombes à chute libre. Hein. Et c'est vraiment une grosse capacité de bombe qui permet d'être larguée, mais de manière très 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 imprécise. Voilà. Et ces avions sont principalement utilisés à ce jour pour tirer des missiles de croisière sur le territoire ukrainien, alors des Kh-55 mais aussi des Kh-101, ce qui fait qu'ils en embarquent généralement 2
et il les tire à très grande distance, donc en fait il ne survole pas le territoire ukrainien. Donc c'est un avion qui est assez impressionnant, très puissant, mais qui là encore est aujourd'hui totalement dépassé. Ça faut le savoir. Et déjà l'Ukraine en avait abattu un certain nombre il y a quelque temps, ce qui a posé quelques questions sur la viabilité encore de cet avion face notamment à des systèmes solaires qui étaient pourtant réputés comme étant assez anciens et qui n'auraient pas dû abattre ce type d'appareil. Voilà. Mais on est là aussi confronté à une obsolescence des matériels russes et le Tu-22 ne fait pas exception, même si on a des versions qui sont plus modernisées avec des Tu-22 M3 et je me demande s'il n'y a même pas aussi un M4 qui était également en cours de modernisation. Mais ces avions ne sont plus fabriqués et aujourd'hui la Russie ne fait que les moderniser pour les faire tenir encore plus longtemps. Ensuite, le dernier appareil que l'on a, c'est le plus gros, le plus massif, le Tu-160 Blackjack. Donc vous voyez la taille que ça a avec un Mirage 2000, et encore le Mirage 2000 il est plus proche de l'image là, au niveau de la photo, mais le Mirage 2000 à côté il est tout petit. Voilà. C'est un avion qui est principalement une copie du B-1B américain, là où le B-1B a plus évolué sur un bombardier avec pénétration à basse altitude pour éviter la détection par les radars ennemis en volant bas. Mais le Tu-160 lui est resté sur la version initiale du B1 qui était le B1A, qui était un avion principalement taillé pour la haute vitesse et à haute altitude. Ce qui fait que c'est un avion qui n'a pas de capacité de pénétration à basse altitude, mais qui va plutôt voler haut et vite. Mais le problème, c'est quand vous volez haut et vite, on vous détecte très facilement. Et l'armement de ce bombardier aujourd'hui, il est principalement basé sur des missiles de croisière, parce que la Russie sait très bien que cet avion n'aura pas la capacité d'approcher des cibles extrêmement défendues. Donc le but, c'est de tirer de très loin des missiles de croisière pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et c'est exactement ce qu'ils font sur le théâtre ukrainien. Alors, ce n'est pas l'avion qui est certainement le plus utilisé pour larguer les missiles, même si c'est celui qui peut certainement en emporter le plus par rapport aux deux précédents. Mais c'est un avion qui coûte extrêmement cher à entretenir, raison pour laquelle la Russie a lancé un nouveau programme de Tu-160 qui est aujourd'hui modernisé, mais surtout avec de nouvelles cellules, et qu'ils ont relancé la chaîne de production de cet avion. Alors la vitesse de production d'un avion, je n'ai pas les chiffres, mais s'ils en produisent un par an, ce sera déjà énorme. C'est un avion qui est très très long, très complexe à produire, qui coûte extrêmement cher et qui est pourtant toujours dépassé. Alors ils ont essayé d'améliorer le matériel de guerre électronique à bord pour essayer d'augmenter la survivabilité de l'avion. Néanmoins, le concept de l'avion est totalement dépassé et ça montre qu'aujourd'hui la Russie n'a plus les moyens de lancer un nouveau programme d'avion. Tout ce qu'ils font, c'est de récupérer un avion qui existait déjà et d'en sortir une nouvelle version dont ils relancent la production. Donc c'est vraiment le témoin que la Russie aujourd'hui n'a plus une capacité suffisante pour lancer de nouveaux programmes. Alors, ce qu'il faut savoir également concernant certains de ces appareils russes, c'est que l'Ukraine, dans les années 90, en possédait un certain nombre qu'elle avait hérité du bloc soviétique, notamment des Tu-160 Blackjack. Et certains avaient été détruits suite aux accords que l'Ukraine avait passés avec la Russie, notamment en rendant ses armes nucléaires et certains bombardiers stratégiques dont possédait l'Ukraine. L'Ukraine avait accepté de les ferrailler, voire même de les redonner à la Russie, justement parce que la Russie ne voulait pas avoir un voisin à côté de chez elle qui avait des matériels nucléaires, mais également des bombardiers stratégiques. Donc déjà dans les années 90, la Russie avait affaibli l'Ukraine. L'Ukraine avait accepté, alors pas pour rien non plus, parce que l'entretien de ces matériels était au-delà des capacités financières de l'Ukraine à l'époque. Mais ça, c'est intéressant de savoir que l'Ukraine avait renoncé à l'armement nucléaire qu'elle avait hérité du bloc soviétique, ainsi que certains de ses bombardiers. Il y avait des Tu-160, mais il y avait également
il faut savoir, des Tu-22M Backfire. Si vous regardez le cockpit d'un Tu-160, bah, vous avez vraiment l'impression d'avoir un avion qui date des années 70-80. Et pourtant, c'est un avion qui vole toujours en Russie. Donc vous imaginez bien que rien qu'en regardant le cockpit, vous voyez déjà à quel point il est totalement dépassé par rapport aux technologies que l'on fait en Occident, ne serait-ce que déjà depuis les années 80, on était bien plus moderne que ça. Voilà. Donc vous avez là les trois principaux appareils dont on va parler ici. Alors bien sûr, il y en a d'autres. On va parler également du A50 Mainstay. Le A50 Mainstay, c'est l'équivalent de l'AWACS américain, mais là, côté russe. C'est un avion qui a déjà été abattu à 2 reprises par les Ukrainiens. Alors, une fois en vol, lors d'une embuscade qui a été extrêmement bien planifiée, et un autre qui avait été abattu par un drone sur le territoire biélorusse, pardon, on dirait en français. Donc ces avions au radar, le but c'est de voir loin en restant à distance pour essayer de détecter éventuellement les avions ukrainiens qui peuvent être de l'autre côté. Mais aujourd'hui, la Russie en a perdu quand même quelques-uns au cours de la guerre contre l'Ukraine. Ils en ont perdu 2 nouveaux, on verra ces 2 nouveaux qui ont été détruits dans cette attaque de drone. On n'est pas, visiblement, ce ne sont pas des avions qui étaient opérationnels. Néanmoins, ce sont des avions qui sont extrêmement importants, mais aujourd'hui, la Russie n'a plus les moyens, non seulement de les remettre en état, certains, parce que ça demande un matériel technologique qui, aujourd'hui, dont la Russie n'a plus vraiment accès. Donc, ils ne peuvent plus construire les radars de ces avions parce qu'ils n'ont plus accès à des puces qui étaient occidentales. Ils ne peuvent pas fabriquer cet avion sans du matériel technologique occidental. Et aujourd'hui, pour eux, c'est très difficile d'accéder à ce matériel-là, même s'ils arrivent à le faire par des circuits détournés, notamment par la Chine. Mais ça reste très limité et surtout, faut pas se leurrer, hein, la Chine qui fait passer certains matériels comme ça à la Russie, elle se fait grassement payer, ce qui fait qu'au final, ça coûte une blinde à la Russie pour pouvoir obtenir ces matériels et essayer de non seulement de fabriquer des composants électroniques de haut niveau, mais également aussi pour pouvoir entretenir, parce qu'il faut bien réparer les pièces. Et en l'occurrence, la Russie n'arrive plus à maintenir en état opérationnel ces fameux A50 Mainstay, et vous avez un nombre de A50 assez important qui sont en fait complètement stockés et qui ne volent plus du tout et qui servent juste de pièces détachées. Donc voilà les principaux avions, et on va pouvoir regarder un petit peu plus en détail certaines images de ces attaques qui sont, vous allez voir, assez riches d'enseignements. Donc vous avez déjà quelques premières images où on voit plusieurs Tu-95 qui sont vraiment ciblés et des parties, regardez bien là ce que l'on a sous l'aile, hop, voilà, je mets en pause ici. Vous avez clairement des points sensibles qui sont visés par les drones ukrainiens, ce qui montre clairement qu'on n'est pas seulement sur des drones qui sont gérés par l'IA. Alors ce qu'a affirmé les Ukrainiens, c'est que certains drones, quand ils étaient plus, on va dire, hors de portée ou que la connexion n'était plus établie, ils pouvaient basculer en mode IA pour aller viser certains points sensibles de l'avion. Oui, sauf que quand vous voyez ces images-là, où vous avez le drone qui passe sous l'aile de l'avion pour aller frapper directement le missile de croisière, ça, c'est pas de l'IA. Ça, c'est clairement géré par un opérateur de drone pour aller frapper un point extrêmement sensible de l'avion, non pas de la structure, mais directement de l'armement. Parce que quand vous visez le dessus d'un avion, on voit clairement que ce qui a été tapé, c'est le dessus des ailes. Pourquoi? Parce que juste en dessous, vous avez les réservoirs de carburant. Et si vous avez la charge explosive du drone qui arrive à percer le fuselage, enfin la partie de l'aile, ça permet d'enflammer le carburant. Et on le voit très bien, hein, l'effet sur certaines explosions de Tu-95, il est immédiat. Mais là, on se rend compte qu'il vise également les missiles qui sont situés sous les ailes, les missiles de croisière qui sont déjà chargés sur les avions. Ça veut dire qu'ils ont ciblé des avions qui étaient déjà préparés pour remplir une future mission
sur le territoire ukrainien. Donc ils ont empêché clairement certains bombardiers de pouvoir aller tirer des missiles encore sur le territoire ukrainien. Et ça, c'est quand même très fort. Parce que si vous tapez le missile, c'est un ensemble qui est forcément moins renforcé qu'une structure d'avion. Et donc si vous frappez la charge militaire, vous mettez à feu le missile, qui a quand même une charge militaire, une charge explosive assez importante. Et là, autant vous dire que l'avion, il est complètement détruit derrière. Ce qui est intéressant, c'est que sur certaines images, vous voyez que certains avions sont touchés, qui sont déjà en feu, et qu'il y a une deuxième explosion qui explose juste après. Ce qui montre que là aussi, cet avion était visiblement chargé d'un missile de croisière derrière. C'est-à-dire que le drone a certainement tapé l'aile, fait prendre feu au niveau de l'aile, et que le carburant qui s'échappait en feu de l'avion, il tombe sur quoi? Il tombe sur le missile de croisière qui est situé juste en dessous, qui va ensuite exploser. Donc vraiment, les faiblesses de ces avions ont été clairement ciblées par les opérateurs de drones. C'est, j'ai envie de dire, d'un point de vue militaire, c'est du grand art. Vraiment. Alors ce qu'on remarque aussi dans les images, c'est qu'on voit qu'il y a quasiment tous les avions sont équipés avec des pneus sur les ailes. Alors ça a fait assez sourire au début quand on a vu les premières images des avions russes sur les parkings avec ce genre de choses. On n'a pas trop compris dans un premier temps pourquoi. En fait, il y a deux possibilités à ça. Premièrement, c'est de changer la silhouette de l'avion pour que justement des drones ou des missiles qui utilisent de l'intelligence artificielle pour identifier une cible et aller la taper, et bien en fait que ces formes de pneus que vous avez dessus créent des contrastes très différents, et ce qui fait que ça perturbe l'aptitude de l'IA à identifier un avion et donc à aller frapper dessus. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que le caoutchouc peut également servir un petit peu de protection pour des drones. C'est-à-dire que comme les drones ont des puissances explosives très faibles, le caoutchouc pourrait absorber une partie du choc et éviter d'endommager fortement les avions. Néanmoins, on le voit que là, avec des drones qui ciblent clairement des endroits où il n'y a pas de pneus, avec des endroits où il y a du carburant juste en dessous, ça n'a pas d'intérêt du tout. Donc c'est vraiment une capacité qui, j'ai envie de dire, un petit peu on dit dans l'armée, la bite et le couteau, on fait avec ce qu'on a. Voilà. Et là, en l'occurrence, ça n'a pas du tout été efficace. On remarque aussi que sur certaines images, on voit certains avions qui sont déjà frappés par des drones. Vous avez des dégâts qui sont apparents, qui montrent qu'il y a déjà un drone qui a tapé. On voit des trous à certains endroits sur certains avions qui sont ciblés, mais que ça n'a pas suffi pour déclencher justement une explosion et mettre feu à l'avion. Donc vous avez même des drones qui vont taper certains avions une deuxième fois pour vraiment le détruire, quoi. Alors, quand on regarde les deux A50 Mainstay, les fameux AWACS qui ont été frappés, vous allez voir qu'il y a plusieurs détails qui montrent que ces appareils ne sont visiblement plus opérationnels. Premier détail, quand vous regardez sur le premier avion, lorsque le drone se pose, il se pose carrément sur le radome, et bien vous avez quand même un radome qui est très usé, et surtout vous voyez qu'il est carrément fissuré. Donc j'ai de gros doutes sur le fait que cet AWACS soit réellement opérationnel. Donc pour moi, cet AWACS qui a été frappé, il n'était plus opérationnel, il ne volait plus. Néanmoins, c'est toujours une cellule en moins qui peut être utilisée. Si on regarde le deuxième avion qui est juste à côté, on a un point de vue du drone qui nous montre le deuxième AWACS à côté, qui va être ensuite frappé par un deuxième drone. On voit justement qu'il y a des éléments qui sont absents sur cet avion. Vous regardez la partie avant des ailes, il manque les moteurs, déjà. Et ensuite, vous avez également, à la partie arrière de l'aile, vous avez la gouverne de l'aileron, enfin l'aileron, qui est également absent, ce qui montre que cet avion a été déjà cannibalisé et qui ne vole visiblement plus. Néanmoins, on a quand même ces avions qui sont protégés par des pneus.
vous voyez tous les pneus qui sont sur le dessus, il y en a énormément qui protègent clairement les réservoirs. Voilà. Donc ce sont des avions qui sont plus opérationnels, mais si de toute façon les Ukrainiens arrivent à les mettre hors service complètement, ben la Russie ne pourra pas les remettre en état. On n'a pas de confirmation exacte sur l'état de ces avions. Est-ce qu'ils ont été suffisamment endommagés? Est-ce qu'ils ont été complètement détruits? On n'a pas d'image pour le prouver. Néanmoins, ils ont clairement frappé. Et on voit justement avec plusieurs images de différents drones que ça correspond et qu'on est vraiment sur la même scène. Donc on a vraiment plusieurs drones qui ont frappé cette zone-là. Pour ce qui est de la suite des images, on voit qu'on a quand même pas mal de Tu-22 qui sont frappés. Dont certains, vous voyez, ont été déjà endommagés. Est-ce que certains sont tous en état de vol? Ça n'est pas si évident que ça. Si on voit celui-là est très abîmé au niveau du cockpit. Néanmoins, il est quand même bien protégé. Donc, il y a certains éléments qui montrent que certains ne sont plus réellement opérationnels. Néanmoins, c'est toujours des avions en moins qui peuvent être remis en état de vol ultérieurement. Donc, ça ampute quand même pas mal le potentiel stratégique de l'aviation russe. Et les images que l'on a sont quand même assez effarantes. Quand vous voyez les colonnes de fumée autour, on voit que y a quand même pas mal de drones qui ont tapé tout autour. Vous avez des avions qui sont dans leur poste de stationnement assez isolés. Ce sont quand même des gros avions. Donc quand il y en a un qui est touché, il ne risque pas de mettre le feu à un autre. Néanmoins, on a d'excellentes images avec beaucoup de détails qui permettent d'aller identifier précisément le poste de stationnement où était l'avion. Et vous pouvez faire vraiment un compte rendu de l'attaque extrêmement détaillé, identifier quel poste de stationnement a été tapé. Bref, les images que nous ont fournies les Ukrainiens sont extrêmement importantes et riches d'enseignements. Et on va le voir également sur ce qu'on peut en tirer comme enseignement sur cette attaque, parce que en Occident, on a aussi des éléments à retenir. Vous voyez toute la fumée qu'il y a un peu partout. Sur certaines images, vous voyez même des camions de pompiers, vous voyez même du personnel au sol qui court autour des avions. Donc c'est vraiment une frappe qui est vraiment fantastique du point de vue militaire. On tape vraiment du matériel qui est extrêmement important, qui est extrêmement coûteux, que l'armée russe ne pourra pas remplacer. Et surtout avec un minimum de pertes humaines au sol. On frappe vraiment du matériel. Et ça, c'est quand même extrêmement important. C'est que les Ukrainiens tapent directement le potentiel militaire russe et pas les civils. Par rapport à certains drones qu'on avait vu passer à Moscou, qui pouvaient taper certains immeubles, on pouvait toujours reprocher aux Ukrainiens que ça tombe sur des civils. Là, on frappe vraiment l'armée russe en plein cœur. Regardez toutes les explosions qu'il y a partout, il y a de la fumée partout, il y a des avions qui brûlent. C'est énorme, c'est vraiment une grosse opération. Franchement, chapeau les Ukrainiens là-dessus. Alors pour ce qui est de l'impact militaire directement sur le front, il est quand même très limité, parce que ces avions-là ne frappent pas directement le front ukrainien. Ce sont des avions qui vont lancer des missiles dans la profondeur, qui vont aller frapper des objectifs plus à l'intérieur de l'Ukraine. Et pour la très grande majorité, c'est des missiles qui sont très peu précis, qui font surtout des victimes du point de vue civil. Donc, en ce qui concerne la communication par rapport à cette opération, côté ukrainien, c'est extrêmement bien maîtrisé. C'est de montrer, nous, on frappe non pas des civils, on frappe des objectifs militaires et on soulage également les attaques que peuvent subir notre population. Donc le message, il est très clair et c'est très très bien pensé du côté des Ukrainiens. C'est très très bien planifié parce qu'ils ont vraiment contourné la sécurité russe. Et les Russes ne s'attendaient absolument pas à une attaque de cette ampleur. Et la preuve en est que 2 jours après, il n'y a toujours aucune réaction du Kremlin. Le Kremlin est quand même bien embarrassé, même si du point de vue des destructions qui ont été vraiment notées, on s'attend à peu près pour l'instant à ce qui est réellement identifié à 6 Tu-95 qui auraient été détruits et 4 Tu-22. Mais quand on voit
le nombre d'explosions à droite à gauche, on peut s'attendre à ce qu'il y en ait beaucoup plus. De là à ce qu'on atteigne plus de 40 appareils détruits, j'irai peut-être pas jusque-là, mais qui est certainement une bonne vingtaine d'avions au moins endommagés, voire une trentaine, ça c'est quand même assez probable. Et surtout, j'insiste là-dessus, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ce sont des avions qui ne sont plus fabriqués. Donc l'armée russe n'est plus en capacité de remplacer ces avions. Et ça va donner, et ça on ne le dit pas suffisamment, c'est qu'on parle surtout de ces pertes-là, mais on ne parle pas suffisamment de ce que les Ukrainiens vont peut-être pousser les Russes à faire. C'est-à-dire que les Russes, ils ne peuvent pas se passer de leur capacité nucléaire stratégique. Donc ils vont devoir certainement refabriquer certains appareils et donc détourner de l'argent qui sert à la guerre en Ukraine pour compléter leur stock d'appareils stratégiques. Et donc, ça va allouer un effort financier sur lequel la Russie ne prévoyait pas d'aller. Et donc, de tous ces moyens financiers qui ne sont pas dédiés à la guerre en Ukraine, qui vont devoir servir à recompléter le potentiel stratégique russe, c'est autant de potentiel financier qui n'ira pas dans la guerre en Ukraine directement et qui va coûter extrêmement cher à la Russie. Donc ce point de vue, ce volet économique de cette attaque, on ne l'explique pas suffisamment. Autre retour d'expérience par rapport à ça, ça montre également la vulnérabilité des bases aériennes aujourd'hui et particulièrement les gros avions qui, eux, ne peuvent pas être enfermés dans des hangars protégés. Les avions de chasse, vous avez des hangars qui sont des hangars qui permettent de protéger contre les bombes. Néanmoins, des gros avions comme ça, vous ne pouvez pas les cacher. Et ça pose aussi des questions à nous en Occident sur la capacité à protéger certains appareils. Je pense notamment aux avions ravitailleurs, je pense aux avions radar AWACS que l'on a. Ce sont des avions qu'on peut difficilement mettre dans des hangars. Ce qui veut dire que ce sont des avions qui sont potentiellement très vulnérables à ce genre d'attaques, qui sont des attaques qui ne coûtent pas extrêmement cher à l'ennemi. Mais il va falloir quand même une capacité d'infiltration à l'intérieur même des lignes ennemies. Et là, je pense aussi aux Américains. Dans le cadre d'un conflit en Chine, enfin avec la Chine en tout cas, la possibilité pour les Américains d'infiltrer la Chine pour aller faire ce genre d'attaque sur des bases aériennes chinoises en cas de conflit, elle va être extrêmement difficile. Par contre, l'inverse, que des Chinois puissent planifier des attaques sur des bases militaires américaines qui abritent par exemple des B-52, des B-1B, des B-2, mais également des avions ravitailleurs, des avions AWACS, là, la Chine a beaucoup plus de facilité à pouvoir le faire en cas de conflit. Donc là, à mon avis, les Américains, ce genre d'attaque, aujourd'hui, ils sont extrêmement embêtés parce que ça montre aussi leur potentielle vulnérabilité. Et d'autant plus que ces matériels, en cas de conflit avec la Chine, vont être extrêmement importants parce que les États-Unis vont devoir opérer à des distances très éloignées de leur pays, alors que la Chine va potentiellement être dans un rôle davantage défensif, ce qui fait que les Américains auront encore plus besoin de ces appareils qui vont loin et qui ont une capacité longue distance que les avions de combat n'ont pas. D'autant plus que la capacité des avions de combat américains à pouvoir tenir dans la zone, elle va dépendre de la disponibilité des avions ravitailleurs. Donc vous imaginez bien que si les Chinois arrivent à frapper le potentiel de soutien américain au travers des avions ravitailleurs, des AWACS, et ben ça peut très très vite embêter la capacité militaire américaine à pouvoir tenir dans un conflit face à la Chine loin de leurs frontières. Parce qu'il y a quand même le Pacifique qui les sépare. D'autant qu'on remarque que sur certaines bases chinoises, les Chinois font énormément d'efforts également pour construire des abris fortement renforcés pour protéger leurs chasseurs, comme on peut le voir sur ces hangars qui abritent des J-10. Donc les Chinois, j'ai envie de dire, ils se préparent à ça. Ils se préparent à protéger leurs appareils. Alors oui, ils ont des gros avions, comme les Russes, avec notamment les bombardiers H-6,
que ceux-là, forcément, on ne pourra pas les protéger. Néanmoins, tous les avions de combat de plus petite taille, ben, ils seront très certainement pour la plupart dans des hangars renforcés. Et je vais parler maintenant d'un programme qui est extrêmement important pour l'armée de l'air française, et là je vais dire vraiment mon sentiment. On parle du remplacement des avions radars E3 AWACS français. Les Américains ont déjà lancé leur remplacement de leur E3 AWACS avec le fameux E8 Wedgetail, qui est plus petit, mais ça reste un avion de ligne qu'on ne peut pas mettre dans un hangar. Par contre, il y a un programme qui est proposé en Europe avec un système d'alerte à radar avancé, c'est le système GlobalEye suédois, qui est basé sur un avion beaucoup plus petit, sur une cellule d'un jet d'affaires de type Global Express. Et clairement, ce genre d'avion, c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus facile de mettre dans un hangar, de bétonner davantage ce hangar. Donc si j'avais un conseil, si l'armée de l'air écoutait un peu ma vidéo, est-ce que partir sur un E8 Wedgetail qui serait très gros, qu'on ne pourrait pas protéger, serait une bonne solution? Ou alors est-ce qu'on partirait plutôt sur une configuration type jet d'affaires avec le GlobalEye suédois, qui est un très bon radar aussi, d'autant plus que c'est un avion qui a une capacité de voler plus haut, donc si on vole plus haut, on voit plus loin, et qu'un avion qui est plus petit, plus facile à dissimuler, et on pourrait peut-être en acheter même plus que 4 E8 pour remplacer nos 4 E3 AWACS. Ben, il vaut mieux peut-être avoir plus d'avions, plus petits, et qui peuvent opérer sur différentes bases, avec des bases de plus petites pistes. D'un point de vue opérationnel, personnellement, moi je préférerais qu'on parte sur du GlobalEye, sur un avion plus petit, qui a une capacité à voler qui est quand même relativement longue, c'est un avion à très longue distance, mais voilà, moi je pense que ce genre d'attaque, faudrait que nos décideurs militaires et politiques réfléchissent un petit peu à ça et aux vulnérabilités que ça peut aussi engendrer de notre côté le jour où on se retrouve sur un conflit. Ce que pose aussi également, c'est les hangars que l'on peut avoir sur les bases aériennes. Vous avez des hangars qui sont des hangars assez classiques, juste pour protéger les avions des intempéries et du soleil, mais qui sont des hangars qui sont ouverts. Par contre, des hangars on va dire bien renforcés, faudrait peut-être se poser la question sur certaines bases d'en construire peut-être davantage pour protéger nos avions, et faire sortir les avions de ces hangars lorsqu'ils sont prêts à faire la mission. Ils rentrent de mission, ils arrivent à côté du hangar, on les rentre et toutes les opérations de maintenance se font à l'intérieur de ce hangar protégé. Donc ça montre aussi la grande vulnérabilité des gros avions que l'on ne peut pas cacher dans les hangars. Donc vous voyez que ce genre d'attaque, elle est très instructive du point de vue du retour d'expérience. Là, la Russie, ils ont pris un sacré coup, même s'il leur reste quand même encore des avions à capacité stratégique et qui vont quand même pouvoir lancer encore des missiles sur l'Ukraine. Néanmoins, ces avions qu'il y a en moins de disponibles fait qu'il y aura quand même moins de missiles qui frapperont l'Ukraine. Et ça, c'est quand même une victoire pour l'Ukraine, clairement. Donc voilà ce que je pouvais dire un peu sur cette analyse, qui est une analyse purement personnelle. C'est une attaque extrêmement bien planifiée et extrêmement bien coordonnée, parce qu'elle en plus elle a frappé quand même, je crois qu'il y a au minimum 5 bases qui ont été frappées. On n'a pas des retours d'images satellites et d'images radar sur toutes ces bases, ce qui fait que pour l'instant l'analyse concrète du nombre d'avions abattus, détruits plutôt, elle est très difficile. Et on a également des images qui montrent que sur certaines bases, il y a des dessins au sol qui permettent de tromper les images satellites, ce qui fait qu'avec la définition des images satellites, on ne sait pas exactement s'il s'agit de véritables avions ou si c'est un dessin au sol. Et ce qui a été également remarqué dans les dernières heures, c'est que la Russie a également bougé certaines carcasses d'avions pour mettre des avions qui n'ont pas été touchés. Ce qui veut dire que la Russie essaie de cacher aussi le nombre réel d'avions qui ont été détruits, quand elle peut le faire,
Mais voilà, faut aussi tenir compte de cela. Il y a vraiment des images qui montrent qu'à un endroit, un avion a été détruit et que quelques heures plus tard, en fait, il y a un autre avion qui est placé et qui est en très bon état. Donc voilà, les Russes savent que les images satellites sont utilisées pour évaluer les dégâts et ils vont faire en sorte de cacher un certain nombre de destructions. Mais je ne vois pas comment ils vont pouvoir vraiment cacher ça à leur public, parce que quand même les images qui ont circulé sur Telegram par les gens qui étaient autour des bases montrent qu'il y a eu énormément d'explosions, des incendies qui ont été quand même très importants, et le pouvoir russe ne peut pas cacher ça. Et ils sont vraiment embêtés, donc j'ai vraiment hâte de voir la réaction du Kremlin du point de vue communication vis-à-vis de sa population. Est-ce qu'ils sont en capacité de frapper en représailles l'Ukraine? Est-ce qu'ils peuvent frapper plus que ce qu'ils ne frappent déjà aujourd'hui? Ça, j'en suis pas du tout convaincu. Certains s'inquiètent d'une réponse potentiellement nucléaire à cette attaque, parce que du point de vue de la doctrine russe, frapper ce genre de matériel, c'est frapper la Russie sur son potentiel nucléaire. Donc ça pourrait déclencher une réponse nucléaire de la Russie, que personnellement je ne pense pas. Ils savent très bien que ce que les Ukrainiens ont vraiment tapé, c'est les avions qui frappent le territoire ukrainien. Donc frapper avec une riposte nucléaire, je ne vois pas du tout la Russie escalader dans ce sens. Donc comment ils vont réagir? Ça c'est une bonne question, ça fait quand même 2 jours que ça s'est passé et il n'y a toujours pas de réaction. Néanmoins, je pense que ça peut fortement entacher les pourparlers de paix. De toute façon, la Russie, soyons honnêtes, la Russie ne veut pas la paix. Poutine ne veut pas la paix. Et tout ce qu'il fait, c'est gagner du temps, parce que sur le terrain, les Russes grignotent petit à petit du terrain sur les Ukrainiens. Donc oui, les Ukrainiens sont un peu à la peine, mais ils tiennent quand même. Ils tiennent quand même. Et les pertes russes, elles sont colossales. Et combien de temps la Russie va continuer et va tenir à ce rythme-là? Ça malheureusement, je ne suis pas devin, je ne peux pas le dire. Néanmoins, cette frappe, elle est magistrale. C'est une gifle magistrale qui est balancée au pouvoir politique russe. Et j'espère que les Ukrainiens arriveront à en faire d'autres attaques de ce genre-là, parce que c'est des attaques qui sont tout simplement parfaites, où on frappe du matériel, on fait extrêmement peu de pertes, même du côté personnel au niveau des Russes, des militaires russes, et surtout il n'y a aucun civil qui est touché là-dedans. Donc c'est une démonstration de tactique et de stratégie militaire de la part des Ukrainiens qui, encore une fois, ne cesse de me surprendre.